Bonjour à tous, voici la vidéo numéro 6 du module MX G5 dont le titre exact est Géotechnique pour le technicien. Pour commencer, faisons un rappel sur la théorie de Rankine qui va nous servir au dimensionnement des murs de soutènement et donc on va reparler de la notion de rupture du sol par butée ou de rupture du sol par poussée. Vous avez donc sur notre graphique le repère de mort sur lequel on a retranscrit la position du critère de rupture qui est la ligne ici que vous voyez, dont l'inclinaison est phi', l'angle de frottement interne. Le cercle de mort que vous voyez retranscrit un état au repos puisqu'il ne vient pas toucher, donc tangenter, le critère de rupture. Pour commencer, représentons à nouveau les 4 hypothèses de la théorie de Rankine. Alors, il nous faut un massif à surface horizontale, un écran à paroi verticale, un frottement entre le sol et le mur qui sera nul, et pour finir, très important, un sol pulvérulent, donc un sol où la cohésion est non nulle. C'est pour cela qu'il nous fallait prendre un critère de rupture, dont vous avez ici le passage par zéro, donc une cohésion nulle. Dans le cas de la poussée, eh bien, nous savons que le sol est décomprimé, ce qui génère un cercle de mort, avec la contrainte principale mineure, sigma prime HA, qui est la contrainte effective horizontale de poussée. En butée, vous le savez aussi, on peut générer un cercle qui est ce grand cercle violet, qui génère une contrainte principale ici, sigma prime HP, dont le nom entier est la contrainte effective horizontale de butée. Et je vous rappelle, en passant, que lorsque nous sommes en butée, le sol est surcomprimé. Alors, revoici le même dessin, mais imaginons que nous fassions une seule modification, mais très importante. Nous allons imaginer ne plus respecter la 4e hypothèse en prenant un sol cohérent, donc un sol pour lequel la cohésion C peut être non nulle. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre critère de rupture devra se déplacer pour générer au niveau de l'axe vertical taux, justement, la valeur d'une cohésion qu'on va pouvoir par exemple appeler C'. La cohésion effective, pourquoi pas. Notre nouveau critère, le rouge, le nouveau critère de rupture, a la même inclinaison que le précédent, puisque phi', lui, est inchangé. Ce que vous remarquez, c'est que nos cercles verts et violets ne sont plus tangents au critère. Donc, il va falloir qu'il se déplace pour recréer ce contact, cette tangente, et nous allons générer une nouvelle contrainte principale mineure pour ce cercle vert. Le violet devra faire la même chose, il doit se déplacer vers la gauche et générer une nouvelle contrainte principale majeure. Nos cercles ont dû ainsi tous les deux se déplacer de la même valeur, de la même quantité. Il s'agit des flèches bleues. Cette flèche bleue, on la retrouve une 3e fois. C'est tout simplement celle qui est visible ici. Et dans ce petit triangle qui déborde à gauche sur mon dessin, eh bien, nous savons plusieurs choses. Nous connaissons la hauteur ici qui est C' et nous connaissons aussi phi', l'inclinaison par rapport à l'horizontale. Nous avons tout à notre disposition pour établir le fait que cette flèche verte, qui est en fait le côté de notre triangle, a une intensité égale à C' divisé par tangente phi'. Je vous rappelle que C', c'est la cohésion, phi', l'angle de frottement interne, effectif avec le prime. Ça signifie donc que notre nouvelle contrainte principale mineure dans le cas de la poussée cercle vert se calcule maintenant, sigma prime HA comme tout à l'heure, moins C' sur tangente phi'. De la même manière, la nouvelle valeur de la contrainte principale majeure dans le cercle violet qui est en butée, eh bien, nous pouvons avoir sigma prime HP calculé comme on le sait le faire, comme tout à l'heure, moins C' sur tangente phi'. Donc, les paramètres verts qui viennent être rajoutés à sigma prime HP, en fait, n'oublions pas qu'il y a un moins tout de même, permettront de retranscrire la possibilité qu'un sol puisse être cohérent. Alors, mettons en application cela, et pour ce faire, on va prendre en compte un théorème que je vais appeler le théorème du paquet de café. Regardez un paquet de café. Achetons un paquet de café qui est par contre moulu et sous vide. Il est dur, en tout cas ça fait comme une brique. Et on va pouvoir dire que notre paquet de café moulu sous vide semble effectivement dur, ça semble cohérent.
Dedans, vous avez quoi donc? Du café moulu, je vous le rappelle. Et donc, le matériau, en réalité, dispose d'aucune cohésion. C est égal à 0. Donc, en réalité, c'est un matériau pulvérulent, sous contrainte. Pulvérulent, j'insiste, ça signifie que C est égal à 0. Sous contrainte, oui, parce qu'il est sous vide. Donc, il faut représenter ces contraintes, cet état de vide. Et ça vient du coup comprimer notre paquet de café moulu. Et ensemble, le paquet de café représente un matériau dont la cohésion paraît non nulle. Représentons du coup le théorème du paquet de café dans le vrai contexte de la géotechnique et son nom officiel, vous l'avez bien compris, c'est bizarre de le nommer comme ça, son nom officiel c'est le théorème des états correspondants. Alors, il stipule, ce théorème des états correspondants, que le sol cohérent étudié peut être remplacé par un sol pulvérulent de même forme, mais supportant la contrainte C' sur tangente φ' sur la surface libre et sur l'écran. Si c'est pas très clair, ne paniquez pas, je vous explique à la diapo qui suit. Alors, reprenons notre théorème des états correspondants. Prenons le cas d'un écran de soutènement avec à gauche et à droite un sol qui dispose d'une certaine cohésion. Disloquons notre schéma avec le sol de gauche dissocié de l'écran, dissocié du sol situé à droite. Prenons des sols pour lesquels, comme la théorie de Rankine initiale le précise, prenons du coup des cas où le sol serait sans cohésion. On triche, on le prend sans cohésion. Mais grâce au théorème des états correspondants, n'oublions pas de rajouter le fait qu'il lui faut être sous contrainte pour retranscrire sa vraie cohésion non nulle. Nous avons du coup représenté ces contraintes qui s'appliquent ici sur le sol de gauche, qui risquent d'être en poussée. Mais nous n'allons pas les dessiner tout en bas et tout à gauche parce que le massif est considéré semi-infini. Semi-infini donc vers le bas et semi-infini loin du mur. Donc, il n'est pas utile d'appliquer des contraintes dans ces directions, sur ces côtés semi-infinis qui peuvent être extrêmement loin de notre écran. Faisons la même chose sur le sol de droite. Appliquons du coup les contraintes qui viendront retranscrire le fait qu'en réalité le sol est cohérent. Mais pareil, tout à gauche et tout en bas, le massif étant semi-infini, il n'est pas logique de lui appliquer des contraintes. Reprenons ce que nous avons vu juste avant. Les contraintes, quelles devront être leurs valeurs? Eh bien, tout simplement, elles devront porter la valeur de C' sur tangente φ'. Effectivement, les valeurs des efforts appliqués à gauche sont tous d'intensité C' sur tangente φ', et à droite, c'est pareil. Vous avez du coup dans notre encadré rouge une situation qui est exactement équivalente à la situation initiale de gauche où l'écran soutenait le sol qui à gauche est avec C non nul et qui à droite est aussi avec C non nul. Alors, allons plus loin et regardons quelques précisions grâce à notre théorème des états correspondants. Je remets les hypothèses de Rankine. Elles se retrouvent bien applicables encore ici, puisque nous avons sur notre dessin un sol qui paraît être pulvérulent. Donc, la valeur de Ka et Kp, comme vous connaissez, comme vous savez les calculer, sont toujours d'actualité. Prenons le cas d'une position d'une particule de sol ici à la profondeur Z, du côté par exemple où nous serons en poussée. Attention, attention, méga attention. En cette profondeur Z, nous pouvons calculer la contrainte sigma' V. Elle sera gamma fois Z, comme vous savez le faire depuis MXG4, auquel il ne faut pas oublier de rajouter C' sur tangente φ'. Ce paramètre bleu, c'est la traduction de la présence en surface de la surcharge verticale, qui vient du coup être ajoutée aux contraintes verticales issues du poids propre des sols sur la profondeur Z. Donc, cette fois-ci, lorsque nous allons appliquer le coefficient Ka, nous allons l'appliquer sur cette nouvelle expression de sigma' V. Donc, sigma' HA égale Ka fois sigma' V, donc Ka fois gamma Z plus C' tangente φ'. Mais n'oublions pas non plus que
horizontalement sur le côté ici, nous avons à ne pas oublier la présence de la surcharge, en tout cas de l'effet de notre théorème des états correspondants, l'effet de notre théorème des paquets de café. Donc nous devons enlever C' sur tangente phi', puisque ces efforts-là sont aussi à prendre en compte. In fine, vous avez bien sigma' HA est égal à KA fois sigma' V dont vous avez l'expression, moins C' sur tangente phi'. Si nous faisions quelques précisions, je vous rappellerai que le premier paramètre C' sur tangente phi', c'est l'équivalent de la surcharge, donc les charges sont verticales. Le deuxième, c'est l'équivalent des mêmes valeurs, mais par contre prises à l'horizontale, c'est l'effet du théorème du paquet de café. Si nous devions faire un calcul équivalent du côté droit en butée, nous ferions la même chose. Sigma' HP, c'est Kp fois sigma' V, dont vous avez ici en entier l'expression, moins, comme d'habitude, C' sur tangente phi', et comme tout à l'heure, la première partie de nos C' sur tangente phi', c'est la surcharge verticale, la deuxième, c'est l'effet des efforts horizontaux, dans le cas présent, appliqués vers la droite. Ces deux contraintes, sigma' HA maintenant calculable et sigma' HP sont extrêmement importantes. Vous devez savoir les utiliser, mais vous voyez ici la logique des choses. Le plus important, c'est de ne rien oublier dans leurs expressions. Donc, ce qu'il faut retenir, comme d'habitude, c'est deux cas de calcul différents des contraintes sigma' HA et sigma' HP, donc les contraintes effectives horizontales. Avec le petit a, c'est la poussée, avec le petit p, c'est la butée. Et maintenant, on va dissocier deux cas. Le cas des sols qui seront pulvérulents, pour lesquels C est égal à 0, et le cas des sols qui seront cohérents, pour lesquels C pourra être non nul. Ça pourra être C', la cohésion effective, pour des calculs à long terme, ou CU, la cohésion CU, undrained, pour des calculs à court terme. Alors, vous savez le faire, pour des sols pulvérulents, il suffira de prendre sigma' HA égale KA fois sigma' V. Pour des sols pulvérulents, toujours, la contrainte sigma' HP de butée sera égale à Kp fois sigma' V. Et cette fois-ci, pour des sols cohérents, vous devrez savoir calculer sigma' V, dans lequel vous ne devez pas oublier la présence de la surcharge en surface, et on va ôter à ce Ka fois sigma' V, eh bien, le fameux C' sur tangente phi'. Pour la poussée, c'est la même chose. Pardon, si moi-même je me trompe, ça ne va pas aller. C'est pour la butée que c'est la même chose avec le coefficient Kp. Kp fois sigma' V. J'insiste, dans sigma' V, il faut ne pas avoir oublié l'influence de la surcharge d'intensité C' sur tangente phi', mais moins C' sur tangente phi' encore. Les hypothèses de Rankine, du coup, sont les suivantes. Massif à surface horizontale, écran à paroi verticale, frottement sol-mur nul. Et cette fois-ci, puisque nous savons faire la distinction entre les deux cas, on pourra prendre soit des sols cohérents, soit des sols pulvérulents. Dans tous les cas, nous pourrons estimer que Ka et Kp seront toujours calculables à partir de ces équations que vous connaissez déjà. Les calculs, attention, sont à mener en contrainte effective, c'est extrêmement important, et on reverra tout cela en TD pour des applications. Merci.